ciel à l'enfer, le champion en titre, l'Espagne est sortie par la porte arrière de la Coupe du Monde 2014. Le fantôme du Maracana s'est abattu sur la Roja hier face au Chili. Le champion d'Afrique 2000 a lui aussi dit au revoir à la compétition. C'est au tour de la Côte d'Ivoire qui entame ce soir son deuxième match face à la Colombie. Bienvenue, vous êtes bien sur Africa TV et vous faites bien d'y être. Pour décortiquer cette actualité, je serai avec Kader Guilavogui. Bonjour Kader. Bonjour Ruth. Avec vous, on part tout de suite pour notre première rubrique, écho du match. La malédiction du champion, c'est arrivé au Brésil, à la France et à l'Italie, et maintenant à l'Espagne. Oui, absolument. Vous parlez de malédiction. Moi, j'ai parlé de tout un symbole. Je dis à l'heure où le roi Juan Carlos signait son abdication sur le trône après 39 ans de pouvoir, l'Espagne a passé la main, ne défendra plus sa couronne de champion. Elle a sombré face à une équipe de Chili. Mais est-ce qu'il faut être surpris, Ruth? Oui, parce que c'est le champion du monde. Mais en même temps, non, parce que la Roja est restée sur ses acquis de 2008, conservation de balles, sans trop d'idées maîtresse devant. Et voilà, elle a payé cher face au Chili. Comme tu l'as dit, c'est pas une surprise de voir la Roja éliminée, mais c'est le champion en titre. Et c'est la fin d'un cycle glorieux qui aura régné pendant plus de 5 ans sur le football mondial. Oui, absolument. On fera forcément le rapport avec la méforme du Barça. Un Iniesta, je l'ai dit, un manque de génie. Un Xavi Hernandez, j'ai dit qu'il a du mal de plus en plus à enchaîner les matchs. Un Busquets qui a semblé se chercher dans cette équipe de la Roja. Et puis un Piqué qui n'a jamais été aussi sûr défensivement. Bon, bref, voilà, si vous voulez, les raisons qui pourraient expliquer ce naufrage-là de l'équipe d'Espagne. Mais on le sentait venir après le premier match catastrophe face aux Pays-Bas. On s'attendait plus ou moins à une certaine révolte. Del Bosque a parlé de rébellion, mais on ne l'a jamais vu, on ne l'a jamais senti face au Chili, qui, ma foi, a opposé une belle résistance, parce que les deux buts du Chili ne se sont pas intervenus sur contre comme on l'aurait peut-être supposé, mais dans le jeu, des attaques placées. Une équipe du Chili qui a, si vous voulez, des certitudes dans le jeu, qui a fait mal à cette équipe d'Espagne, qui avait des convictions, qui savait que bon, cette équipe d'Espagne n'était pas imbattable, et elle a joué son coup à fond, et elle a obtenu la victoire et la qualification. Au-delà de cet échec mondial, c'est le choix technique de Vicente Del Bosque qui a décidé de faire démarrer sur le banc Xavi et Piqué. Oui, Xavi, ça s'explique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a du mal à enchaîner. Vous savez, il a fait un contrat avec le Barça. Là, il va trouver un club moins huppé au Qatar où il va aller se reposer tranquillement. Et puis, vous savez, je l'ai dit dans des émissions précédentes, on pourra toujours polémiquer sur les choix, sur les 23. Je veux dire, Del Bosque a vécu avec ce groupe-là. Je veux dire, il connaît ce groupe depuis 2010. Il connaît les aptitudes et les capacités de chaque joueur espagnol. Il sait comment, n'est-ce pas, les faire jouer ensemble. Il se trouve que pour cette édition 2014, l'Espagne n'a pas tourné comme il se devait. Est-ce qu'on peut polémiquer sur le choix des joueurs? Non. Je veux dire, David Silva a rayonné avec Manchester City. On a des joueurs comme Iniesta qui est le maître d'œuvre au FC Barcelone. Sergio Ramos qui est le patron de la défense au Real Madrid. Sur le choix des hommes, moi, à mon avis, il n'y a pas véritablement de polémique à faire. On a parlé de l'absence de Llorente, on a parlé de l'absence de Negredo, mais qui ne sont pas des titulaires. Llorente n'est pas titulaire à la Juventus. Negredo non plus à Manchester City. Il ne joue que quand Sergio Aguero est blessé. Donc voilà, pour moi, il a choisi les 23 qu'il fallait. Maintenant, l'Espagne est une équipe prévisible. L'Espagne, j'allais dire, a un jeu que tout le monde connaît, donc qui est attendu, qui, quand elle croise les équipes, est obligée de jouer à 200% pour pouvoir se surpasser. Et voilà la difficulté aujourd'hui. Ça n'a pas tourné pour ce mondial. C'est dommage que le champion titre soit éliminé de cette façon. Mais bon, c'est le football et ça rajoute, n'est-ce pas, au suspense et à l'agréable mondial que nous suivons. Un agréable mondial, vous l'avez dit. Et à Madrid, les supporters espagnols qui ont suivi ce match sur écran géant ont été très anéantis. C'est lamentable ce qu'a réalisé l'Espagne pendant ce mondial. Tous les clubs ont renouvelé leurs équipes et voilà, on a ce qu'on mérite. Il faut prendre des joueurs qui ont réussi leur saison, mais pas des joueurs qui sont célèbres et qui ont réussi par le passé. Si tu ne travailles pas, tu ne devrais pas être sélectionné. Il faut sélectionner les meilleurs, qu'ils soient célèbres ou non. Après une défaite face aux Pays-Bas et l'autre récente défaite contre le Chili, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette Roja à cette 20e édition de la Coupe du Monde?
Moi, je ne parlerai pas de fin de cycle, mais je dirais que c'est une tactique qui a fonctionné depuis 2008, qui a apporté ses fruits, qui a marché, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Espagne a remporté 2 Coupes d'Europe, 2008-2012, une Coupe du Monde en 2010. Oui. Elle a régné sur le monde et sur l'Europe. Donc, il ne faudrait pas, j'allais dire, comme on dit en Afrique ici, jeter l'eau du bain et le bébé en même temps. C'est clair qu'il va falloir repenser la philosophie de jeu, parce que, comme je l'ai dit, elle est prévisible. Il va falloir repenser, je l'ai dit, ce projet-là, qui est fait de conservation des ballons, qui manque de, je l'ai dit, de présence offensive. Et puis, je l'ai dit, faire confiance, si vous voulez, peut-être à une jeune garde, avec les Isco qui sont en train de monter en puissance. Voilà, l'épisode de Chaviti à sa fin. Aujourd'hui, il va falloir renouveler, remettre du sang neuf dans cette équipe de l'Espagne. Le règne de l'Espagne s'éteint, mais une nouvelle ère est en train de naître pour le Chili, qui déjà voit les huitièmes de finale. Absolument, pour ceux qui ont suivi cette équipe-là depuis 2010, on savait qu'elle avait, n'est-ce pas, des arguments à faire valoir. Et puis, sur les éliminatoires de la zone AM Sud, elle a démontré beaucoup de puissance, cette équipe du Chili. Et puis, elle a confirmé, à l'entame de ce mondial-là, en battant l'Australie, on a dit que c'était un morceau en tout cas, une équipe qui n'avait pas une grosse carte de visite. Mais elle a confirmé, cette équipe du Chili, face à l'Espagne, qu'elle a dominé. Je l'ai dit, ce n'est pas un score usurpé, parce que quand on regarde la physionomie du match, le Chili a joué à fond ses chances, le Chili a joué sur ses valeurs, le Chili a joué sur ses acquis, et puis finalement, elle a décroché son billet pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Le Chili a décroché son billet, comme les Pays-Bas aussi, qui ont décroché leur billet à la sueur, en tout cas de leurs jambes et de leurs muscles. Ça a été aussi difficile de décrocher ce billet face à l'Australie. Oui, forcément, elle avait entamé de la meilleure façon ce match en ouvrant le score, mais très vite, elle s'est été, si vous voulez, à la volonté australienne. On savait ces garçons-là, amenés par Tim Cahill, volontaires, ambitieux et audacieux aussi, qui ont mené aussi au score, mais je l'ai dit, l'expérience finalement a fait la différence. L'expérience et surtout les espoirs individuels de Robben et de Van Persie qui ont une fois de plus tiré les Pays-Bas d'affaire. Voilà, les Pays-Bas ont entamé en force face à l'Espagne, ils ont confirmé face à l'Australie. Il va falloir compter avec cette équipe-là pour la suite de ce championnat-là. Mais on n'est pas dessus du jeu que nous a produit les Sauceros, parce qu'ils ont tenu leurs différents adversaires. Mais Tim Cahill pourra se réjouir de son chef-d'œuvre. Absolument, absolument un magnifique but du gauche instantané, je dis, c'est à apprendre dans les écoles de football. Mais déjà, vous le disiez tantôt, l'équipe d'Australie n'a pas été ridicule, loin s'en faut. Elle a opposé une belle résistance au Chili avant de craquer. Elle a tenu la dragée haute aux Pays-Bas avant de craquer finalement. Je dis, à ce niveau-là, c'est si vous voulez la gestion des énergies, l'expérience de la compétition qui a fait la différence. Elle est tirée par un seul joueur, je l'ai dit deux, avec Bresciano et puis Tim Cahill, mais le reste, c'est des joueurs moyens, mais qui ne manquent pas de volonté. Et puis bon, je l'ai dit, on a hâte de revoir cette équipe-là d'Australie dans une autre compétition. On a hâte de voir ce joueur au meilleur de sa forme pour les autres compétitions. Tim Cahill, comme Van Persie, ne sera pas là pour son dernier match. Oui, c'est dommage pour cette équipe de Van Persie, cette équipe des Pays-Bas. Oui. Mais je veux dire, le boulot a été fait. Hein. Je veux dire, l'attaquant de Manchester United a fait le boulot en conduisant son équipe vers 2 succès d'entrée. Il est suspendu. Ça va lui permettre, je l'ai dit, un temps soit peu de se reposer, de se remettre d'aplomb, parce que les batailles futures s'annoncent terribles. Les Pays-Bas ont validé leur billet pour les huitièmes de finale. Et donc, je l'ai dit, l'entraîneur, le sélectionneur des Pays-Bas aura besoin d'un Van Persie reposé, retrouvé et efficace pour les huitièmes de finale. Donc, cette suspension-là, si tu veux, un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Ce deuxième tour, les Pays-Bas et le Chili sont qualifiés pour le deuxième tour. Ce deuxième tour que les Camerounais rêvent de voir depuis 90, mais ça ne sera pas au Brésil. Oui, absolument, on s'est réveillés tous avec la gueule de bois en Afrique, parce que cette cinglante défaite-là des Camerounais face à la Croatie, je l'ai dit, va rester en travers des gorges. Les procès publics vont s'ouvrir au Cameroun, aussi bien à Abidjan, à Douala, au Nigeria, parce que le Cameroun représente, si vous voulez, le porte-drapeau africain. Je l'ai dit, quand vous avez une équipe qui a marqué l'histoire du football africain, se fait humilier de la sorte, je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à revoir. Mais pour moi, le principal architecte de la démolition du navire camerounais, c'est bien Volker Finke. Parce que j'avoue que je n'ai pas compris les choix, aussi bien pour le match face au Mexique que pour ce match face à la Croatie. Vraiment, mais pour ce match, il a titularisé Vincent Aboubakar, comme tout le monde le prétendait. Oui, mais je vais dire, dans quel registre? Vincent Aboubakar a été livré, je suis désolé, il a été livré aux défenseurs, il a été esselé.
esselé comme Samuel Eto'o l'a été face au Mexique, sans soutien. Je n'ai pas compris aussi pourquoi on a mis un garçon comme Bia qui a beaucoup d'énergie à donner dans l'entrejeu sur le côté droit. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'au Cameroun, il n'y a plus de latéral droit? Où sont passés les Pierre Biaka Djanka? Où sont passés les Laurent Tamé Mayer? Où sont passés les Salomon Lembe? C'est des questions qu'on se pose. J'ai l'impression que Volker Finke est venu expérimenter un poste, celui du latéral droit. On a essayé le jeune du Coton Sport de Garoua, Cédric Sedieu. On l'a sorti après 30 minutes de jeu. On a essayé Dani Nunke qui a montré de la détermination, de la volonté, mais qui a été battu sur la vitesse. Voilà, aujourd'hui, on est venu à ce mondial-là, je l'ai dit, du côté du Cameroun, avec des appréhensions, avec des incertitudes. Et c'est bien dommage pour cette équipe-là. Le Volker Finke a plus souligné qu'à 10 contre 11, c'était impossible, avec la sortie d'Alex Song. Oui, mais forcément, moi, je n'ai pas compris, une fois de plus, le 11 entrant. Vous avez perdu un premier match. Vous êtes donc le dos au mur. Je l'ai dit, un entraîneur, ça prend des risques. Ça prend des risques, quitte à mourir avec vos idées. Mais je l'ai senti nullement dans le choix tactique. Parce que le Cameroun devait se présenter avec une équipe offensive. On ne l'a pas fait, on a esselé, on s'est juste contenté de titulariser Vincent Boubacar, qu'on a esselé au milieu de 3 défenseurs croates, qui a eu du mal quand vous voyez les gabarits des défenseurs croates. Je peux vous dire que vous avez affaire à des hommes. Et puis Vincent Boubacar, malgré sa bonne volonté, s'est perdu, n'est-ce pas, dans cette charnière défensive de la Croatie, sans soutien. Mukanjo, bien volontaire, Choupo-Moting, bien volontaire, mais sur les attaquants, Choupo-Moting était une avancante. Il n'est pas à l'aise dans le rôle d'animateur. Mukanjo a beaucoup couru, mais il s'est perdu par manque de lucidité finalement. Je l'ai dit, c'est une équipe du Cameroun, en tout cas, qui nous a montré, qui est apparu sous ses mauvais jours. On est déçus, très déçus. Très déçus. Donc, comme en 2010, le Cameroun en 2 matchs n'a marqué aucun point. C'est dommage. On espère que face au Brésil, pour le dernier match, le Cameroun va jouer pour l'honneur. Le Brésil jouera certainement pour marquer des buts, mais le Cameroun doit aussi en marquer. Je suis vraiment déçu qu'on en arrive là, que le Cameroun, qui comme je l'ai dit, est le porte-drapeau africain, en soi, a joué pour l'honneur. Je suis désolé, le Cameroun que nous avons connu des années 90 ne jouait pas pour l'honneur, il jouait pour l'amour du pays. Et cette élimination-là va faire ressurgir, je suis désolé, mais l'épisode est prime. Parce que quand vous réclamez, je l'ai dit, quand vous réclamez 50 millions avant de partir, il faut pouvoir derrière faire le boulot. Parce qu'aucun Camerounais, aucun Africain ne peut accepter que vous faites payer avant et puis quand arrive l'heure où vous devez, n'est-ce pas, prouver que vous méritez ces 50 millions-là, vous êtes aux abonnés absents. C'est terrible, c'est dommage. Et je dis aujourd'hui, des garçons, des joueurs, nos aînés comme Stéphane Tautau, comme Boubou Emile, comme Oman Biyik, comme Koundé Emmanuel Jérôme, qui nous ont fait rêver, doivent avoir des larmes aux yeux quand ils voient cette équipe du Cameroun la jouer. On espère que les années à venir, le Cameroun brillera de mille feux. Le Cameroun sort, la Côte d'Ivoire rentre ce soir sur la pelouse de Brasilia face aux redoutables Colombiens. C'est un match difficile déjà sur papier. Comment est-ce que vous voyez déjà dans votre tête, comment vous l'imaginez ce match? Mais déjà, une opposition, 2 équipes qui se ressemblent avec 2 défenses, j'allais dire, assez vieillissantes. D'un côté, Zokora Didier et de l'autre, Mario Yepes, qui sur la vitesse ne sont pas des exemples. Et puis des milieux travailleurs, Tioté Cheick de la Côte d'Ivoire, et puis Sanchez du côté de la Colombie. Et puis des ailiers rapides, Cuadrado, la Colombie et Ibardo d'un côté, et puis Gervinho et Kalou de l'autre. Donc c'est 2 styles qui se ressemblent. Mais pour la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'enjeu est double. Il s'agit n'est-ce pas, de remporter cette deuxième victoire-là qui la fera entrer, n'est-ce pas, dans l'histoire. Parce que souvenez-vous que la Côte d'Ivoire n'a jamais franchi l'étape des 8e de finale. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec son destin, rendez-vous avec l'histoire. Je pense que les poulains de Sabri Lamouchi sauront se montrer à la hauteur. Un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer ce soir face aux Colombiens. À Abidjan, la ferveur a commencé à monter depuis la première victoire des éléphants face aux Samouraïs bleus. Regardez ce reportage de la rédaction d'Africa TV. L'équipe de Côte d'Ivoire réussit sa première sortie face au Japon, une victoire qui suscite beaucoup d'espoir chez les Ivoiriens. Les éléphants nous font honneur. Et préparez-vous parce qu'on ira jusqu'en quart de finale. Nous avons constaté une union, une solidarité autour d'un idéal, c'est-à-dire que la victoire. Et ça, avec déjà les différents résultats qui sont passés, nous sommes la seule équipe africaine qui se donne. Je pense qu'on va aller de l'avant.
Pour la deuxième sortie des éléphants face à la Colombie, l'engouement est encore plus grand. Liesse populaire autour du ballon rond n'a pas seulement envahi les stades de l'Arena Corinthians de Sao Paulo ou de l'Arena Pernambuco de Recife. À Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, les rues et grandes artères sont drapées aux couleurs nationales. Dans les boutiques et petits commerces, les supporters font des achats dignes des jours de fête. Ça marche très bien. Je prie Dieu pour toujours. Les éléphants, ils n'ont qu'à aller devant. Et puis ils n'ont qu'à prendre coupe pour nous envoyer. Et puis nous tous, nos souhaits, c'est ça. Le début du match, c'était pas trop ça. Les gens n'ont pas eu trop le courage à la Côte d'Ivoire puisqu'ils nous ont trop déçus. Bon, pour les maillots, c'était pas trop ça, ça ne marchait pas. Mais après le match de la Côte d'Ivoire, face au Japon, oui, on a eu à gagner 2-1. Franchement, actuellement, ça va. Les Ivoiriens sont motivés. Les maillots, tout ça. Comme vous constatez actuellement, jamais, tout est orange, blanc, vert. Les là, tout ça, ça marche, mais actuellement, ça va. D'Adjamé, centre commercial à Cocody, un quartier résidentiel, les pronostics sont en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire. Inch'Allah, la Côte d'Ivoire va gagner 2-0, 2 buts de Didier Drogba. Dites aussi à Yaya de se calmer, que Drogba aussi est son grand frère. Côte d'Ivoire, Colombie, Côte d'Ivoire fait 2-0. Le but, un but pour Drogba Didier. Et puis Gervino, il donne pas ça à Drogba, il met dedans. Bon, avec le match que moi j'ai vu, je suis sûr que la Côte d'Ivoire va gagner 3-0. La Colombie, ce n'est pas une petite équipe. Ce n'est pas une petite équipe, la Colombie. C'est une équipe qui joue aussi au ballon. Donc nous devons doubler encore d'efforts pour pouvoir gagner encore, pour qu'on puisse mériter, pour qu'on puisse gagner. Si on joue le même jeu quand on a joué contre le Japon, et c'est que la Côte d'Ivoire pourra battre encore la Colombie. Une deuxième victoire sur la Colombie ouvrirait largement les portes d'une qualification historique pour les huitièmes de finale. Les Ivoiriens n'attendent que cela, toute l'Afrique également. Cette victoire de la Côte d'Ivoire face au Japon a fait beaucoup de bien aux supporters ivoiriens qui ne misaient pas gros sur Didier Drogba et sa bande. Vous savez, c'est une habitude ici chez les supporters. Ils sont prudents à l'heure du premier match. Et puis bon, je l'ai dit, prennent confiance. Eux aussi, ils montent en puissance. On va dire, les éléphants gagnent un galon, les éléphants montent en puissance. Les supporters, eux aussi, ils attendent de voir leur équipe à l'œuvre. Ils sont prudents parce que c'est logique. Ils ont été tellement déçus par le passé, par cette équipe-là. Ils ont donc décidé de se montrer prudents. Mais je vais dire, les Ivoiriens font bien de suivre leur équipe. Je vois un peu plus de ferveur, n'est-ce pas, dans les rues d'Abidjan. Mais j'espère que c'est aussi la même ambiance partout en Afrique parce que c'est toute l'Afrique qui est représentée. Aujourd'hui, l'éléphant représente, si vous voulez, un continent africain qui est en mal dans cette Coupe du Monde-là. Et la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, a rendez-vous avec l'histoire. Mais il ne faudrait pas que les Ivoiriens se trompent. La Colombie, c'est un gros morceau. Et sans Radamel Falcao, la Colombie a marqué par 3 fois face à la Grèce. Il faut s'en méfier. Oui, absolument. Absolument, cette équipe de la Colombie, là, je l'ai dit, a tout pour faire mal à n'importe quelle équipe. Vous parlez de Radamel Falcao, mais oui, mais son absence n'a en rien gêné la machine colombienne. Souvenez-vous que sur ce 3-0, vous avez un but d'Armero qui est défenseur, un but d'un milieu de terrain qui est James Rodriguez et un but d'un attaquant qui est Théo Gutiérrez. Donc ça veut dire que dans cette équipe colombienne, tout le monde est capable de faire la différence, tout le monde est capable de marquer. Et sur les phases offensives, si vous remarquez bien, cette équipe de la Colombie se projette vers l'avant. En phase offensive, vous avez les latéraux Armero et Zuninga qui accompagnent toutes les actions. C'est vrai que derrière, c'est un risque, mais déjà, ils créent le surnom quand ils sont en phase offensive. On espère que les éléphants de Côte d'Ivoire pourront créer la surprise au grand bonheur des Africains. Mais il n'y a pas que les éléphants footballeurs à ce mondial. On a un éléphant arbitre. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'un arbitre ivoirien officie à la Coupe du Monde. Voyons ça de plus près dans le Focus. Ok, allez, on y va. Allez, mouvement, variez. Tous les mouvements que vous faites pendant le match, pas chasser. Pour le premier match qu'il a officié, Chili-Australie, en tout cas, il a été bon. On ne le dit pas souvent, mais il a été bon. Oui, je le dis, mais ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise quand vous connaissez ce monsieur, sa dextérité au sifflet, ses décisions justes et impartiales. Voilà, si vous voulez, c'est la suite logique de la brillante carrière, n'est-ce pas, de ce monsieur-là, à qui nous souhaitons bon vent dans cette Coupe du Monde-là. Bon vent à Doué Mondiez, bon vent aussi aux éléphants de Côte d'Ivoire qui, ce soir, jouent leur destin. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui joue ce soir, il y a l'Uruguay et l'Angleterre. Un match, un choc
avant la lettre. Un match coupéré en deux équipes qui ont manqué, qui ont raté leur entrée. L'Angleterre face à l'Italie, l'Uruguay qui a sombré de façon, lamentable face au Costa Rica. Dans deux équipes déjà qui sont le dos au mur, qui ont besoin nécessairement de se relancer par une victoire. Et il va falloir aller chercher dans les tripes, n'est-ce pas, des Uruguayens et des Anglais pour nous sortir un football de haute intensité. Je connais les Uruguayens, ils sont blessés dans leur amour propre. Ils reviendront donc revanchards. Il faut espérer, n'est-ce pas, que du côté de Luis Suarez, tout se porte bien. Il sera, n'est-ce pas, une pièce importante s'il vient à être titularisé ou s'il vient à rentrer. Du côté des Anglais, le fighting spirit va certainement, sera de mise. Une équipe d'Angleterre qui, pour moi, est la principale responsable de sa défaite face à l'Italie, avec beaucoup de laxisme dans le marquage. Donc il va falloir recorriger tout ça et puis se montrer plus tranchant offensivement. Luis Suarez sera peut-être de la partie un joueur clé dans cet effectif de l'Uruguay. Il pourra causer des problèmes aux défenses anglaises. Absolument, je l'ai dit, s'il est remis, il ne sera pas remis à 100%, mais je l'ai dit, s'il est titularisé, en tout cas, il donnera tout ce qu'il a dans le ventre. C'est un bagarreur, c'est un attaquant hargneux qui donne du souci aux défenseurs. Je peux vous assurer que les défenseurs n'aiment pas avoir ce genre d'attaquant-là dans leur dos parce qu'il multiplie les courses, il fait des appels de balles sans cesse. Il est continuellement dans l'action et c'est difficile de jouer un joueur comme Luis Suarez. On l'a vu avec Liverpool, il va rentrer dans cette compétition-là, je l'ai dit, avec un appétit vorace parce qu'il voudra porter cette équipe du Uruguay vers la victoire et lui éviter une sortie prématurée dans cette Coupe du Monde. En tout cas, avant ce match très décisif pour les deux équipes, Steven Gerrard, le capitaine de l'équipe anglaise, s'est dit confiant. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous allons créer de gros problèmes à l'Uruguay. Nous avons un bon rythme de jeu, beaucoup de potentiel. Je pense que vous allez voir une autre facette de l'équipe d'Angleterre. Et c'est pour ça, je crois, que la clé de ce match, ce sera notre capacité à assurer côté défense. Si on y arrive, on gagnera. Vous êtes toujours sur Africa TV et vous faites bien d'y être. Steven Gerrard dit dans ses propos, si leur défense est de bonne qualité, ils gagneront forcément ce match. Il fait bien d'attirer l'attention des défenseurs parce que le principal danger de l'Uruguay, c'est son attaque. Vous avez Cavani, vous avez Forlan, si vous avez un Suarez ajouté à ce duo-là, ça peut faire mal. Donc de la capacité de l'Angleterre à défendre, je l'ai dit, déclarera l'issue de ce match. Mais attention, l'Angleterre aussi a montré un visage assez offensif face à l'Italie avec 4 joueurs, Welbeck, Rooney, Sturridge et Sterling. Donc offensivement, les Anglais vont mettre de l'intensité, je l'ai dit, du mouvement et puis essayer de bousculer comme il se doit cette défense de l'Uruguay là. Le dernier match d'aujourd'hui, ce sera le Japon qui sera opposé à la Grèce. Un match entre deux équipes assez particulières. Le Japon qui a perdu son match, la Grèce qui a perdu son match. Quel sera leur objectif commun ? Oui, de gagner parce qu'il n'est pas commode d'entrer une compétition par une défaite. Le Japon s'est vite fait remettre les idées par la Côte d'Ivoire. La Grèce a pris un cinglant 3-0 face à la Colombie. Donc forcément, le maître mot de cette rencontre dans les deux camps, c'est victoire. Victoire pour se relancer, pour ne pas mourir. Vous avez parlé de style, oui. Opposition de style dans des Japonais vifs, rapides, et puis des Grecs qui procèdent par attaque placée, des Grecs, j'allais dire physiquement solides, qui opposent une résistance farouche. Donc opposition de style, on devra suivre aussi une rencontre très intéressante entre deux équipes qui ne voudront pas mourir. En cas de match nul, ce score sera profitable à la Côte d'Ivoire ? Moi, j'aime pas trop ces calculs-là. Si. Je veux dire, il appartient à la Côte d'Ivoire de gagner ce match contre la Colombie. Et puis, n'est-ce pas, de s'ouvrir, je l'ai dit, grandement les portes des huitièmes de finale. Il ne faudra pas attendre un résultat Grèce-Japon pour sortir la calculette. Non. Il appartient à la Côte d'Ivoire de jouer son jeu, de faire le nécessaire pour arracher cette victoire-là qui lui ouvrirait toutes seules les portes des huitièmes de finale. Faire son nécessaire pour remporter ce match contre la Colombie en éloignant certainement ces petits problèmes d'ego. On l'a vu avec Yaya qui a refusé de donner son brassard à Drogba. On l'a vu aussi hier entre le Cameroun et la Croatie. Assoé Koto qui a fait un coup de tête à Mukandjo. On voit ça dans l'image du jour. Après son faux pas face au Brésil, la question des primes, la blessure de Samuel Eto'o, le coup de tête d'Assoé Koto à Mukandjo, c'est un peu trop.
Oui, comme si le Cameroun ne nous avait pas suffisamment déçus dans ce mondial-là, je l'ai dit, c'est une scène dont on pouvait se priver, hein, je l'ai dit, à ce niveau de la compétition, là, voir deux joueurs se bagarrer. Je vais dire, on peut se disputer, s'expliquer, mais pas en venir aux mains. Je vais dire, c'est une très très mauvaise image que Moukandjo et Asko Ekoto ont donnée de l'Afrique, du Cameroun. Et puis bon, voilà, je l'ai dit, c'est dommage qu'on en arrive là. On peut avoir des problèmes, comme je l'ai dit, dans toutes les équipes au monde. Il y a des querelles, il y a des problèmes, il y a des petites dissensions, mais pas en arriver aux mains, devant toutes les caméras, pas à la Coupe du Monde, pas devant tous les spectateurs, pas devant toutes les attentes placées dans cette équipe du Cameroun. C'est vraiment décevant. L'ambiance actuellement dans le 23 de Volker Finke, elle est morose. Est-ce que ça ne va pas peser sur le dernier match du Cameroun contre le Brésil? Non, je veux dire, c'est clair, pour Volker Finke, il va falloir, faire tourner l'effectif tout simplement pour permettre aux 23 de pouvoir goûter ne serait-ce que au délice, n'est-ce pas, de la participation d'une Coupe du Monde. Il va falloir faire confiance à des garçons comme Sédieu qui ont manqué leur entrée, comme Sali Edgar, comme Olinga qui est là, comme bien d'autres qui n'ont pas pu participer à la rencontre. Voilà. Maintenant, pour le vestiaire, il va sans dire qu'il y aura des séquelles. Parce qu'il ne faut pas oublier que les événements de la CAN de 2015 vont débuter bientôt. Il va falloir régler ce différend-là avant d'y aller. On espère que le problème sera réglé avant la CAN 2015 qui se jouera au Maroc. Voilà, c'est tout pour ce journal du Mondial. Merci Kader. Merci Ruth. On se retrouve très prochainement pour le débrief du match Côte d'Ivoire à Colombie que toute l'Afrique attend. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous suivez de partout l'Afrique et de partout le monde. Merci au Temple du Foot. Merci. On se retrouve très très vite sur Africa TV.